Je suis en compagnie de Philippe Latombe pour un premier entretien de la 3e saison de Smartech. Bonjour Philippe Latombe, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous. Je n'ai pas coutume de recevoir beaucoup de politiques sur ce plateau, mais vous êtes particulièrement incontournable, je dirais, pour ces questions autour de la souveraineté, de la protection des données privées. Vous êtes député modem de la première circonscription de Vendée, également membre de la commission des lois, donc je disais particulièrement investi sur ces questions relatives à la société numérique, aux enjeux derrière l'innovation. Alors, vous venez aussi de faire votre rentrée, je crois que c'était avant-hier, au collège de la CNIL, le régulateur des données personnelles, où il y a 2 places pour les députés. J'imagine que vous êtes très heureux de cette entrée au collège de la CNIL, car vous êtes un des premiers à vous être saisi de ce sujet du RGPD. Oui, je suis très heureux d'intégrer le collège de la CNIL. On est effectivement 2 députés. Il y aurait une députée de l'opposition, Raquel Guérido, et moi-même. Et oui, je suis très heureux parce qu'effectivement, j'ai participé à la transposition du paquet RGPD au début de la mandature précédente, qui était un sujet qui était pour certains de mes collègues assez abscon au départ, et puis qui est devenu un sujet d'actualité quand l'ensemble des entreprises sont allées les voir pour leur dire qu'il y avait effectivement des règles et des choses qu'il fallait pouvoir adapter. Alors, on est là 4 ans après la mise en application. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat qu'a donné ce règlement général sur la protection des données en Europe ? Oui, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on est mieux protégé sur nos données personnelles ? On est beaucoup mieux protégé sur nos données personnelles. Alors, c'est vrai que ça a pu... C'est pas visible. C'est pas forcément très visible pour le grand public, c'est visible beaucoup pour les entreprises qui ont vu ça comme une forme de contrainte au départ, qui maintenant s'adaptent au système, puisqu'il y avait avant un système de déclaration obligatoire à la CNIL, et maintenant c'est en sens inverse, c'est qu'il y a des conformations à devoir avoir pour les entreprises, mais il n'y a plus forcément un travail de déclaration systématique auprès de la CNIL, donc il y a un changement de paradigme qui a été pris, les entreprises s'y sont adaptées, et on voit que quand même la protection des données personnelles est un sujet qui monte auprès de nos concitoyens et que donc les entreprises, quand elles sont conformes au RGPD, peuvent le mettre en avant et donc rassurer les consommateurs, notamment pour ceux qui ont... Mais quand je dis c'est pas visible, c'est que ça n'a pas véritablement changé les politiques en matière les politiques, je veux dire les stratégies en matière de collecte de données. On a toujours aujourd'hui massivement nos données qui sont collectées par des grandes plateformes. Oui, forcément, parce que l'économie du numérique, l'économie de la donnée, s'est fortement développée en parallèle du RGPD. Ouais. Par contre, là où le RGPD est un véritable changement de paradigme, c'est que l'Europe s'est dotée d'une doctrine. Elle l'a écrite. Contrairement à ce que font la Chine ou les États-Unis, on a une vision de la donnée totalement différente. C'est-à-dire que maintenant, on partage des valeurs communes. En Europe, on partage des valeurs communes et on a une régulation qui est commune. C'est-à-dire que chaque État a sa propre CNIL ou équivalent CNIL qui sont communes dans une commission européenne de protection des données, donc avec une doctrine qui est une doctrine européenne. Il reste quelques endroits où il va falloir qu'on travaille. Il reste l'Irlande, par exemple, où on comprend bien que comme les GAFAM sont très présents en Irlande parce qu'ils ont leurs sièges sociaux, le régulateur irlandais a du mal à forcément leur taper dessus quand il faut. Ça fait partie des sujets qu'il faut qu'on... Et le RGPD, c'est la question de la collecte, mais c'est la question aussi de la sécurisation. Et là encore, c'est vrai que c'est pas visible aujourd'hui, cette protection assurée autour de nos données quand on voit les cyberattaques qui se multiplient. Et d'ailleurs, les entreprises appellent le gouvernement, appellent les politiques à s'impliquer davantage dans la protection de cet écosystème cyber. Alors, il y a 2 choses. La première, c'est qu'effectivement, on est rentré dans une phase où la cybersécurité est très importante. C'est aussi lié à des enjeux géostratégiques. On voit bien que la crise ukrainienne, avec derrière des attaques notamment attribuées à la Russie, sont de plus en plus nombreuses. Et puis, il y a aussi une criminalité, j'allais dire, courante sur les données. Là où ça a changé, c'est quand même que les entreprises sont obligées de se conformer à un minimum de protection des données personnelles et de déclaration quand ils ont été attaqués, Absolument. Ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, cette publicité a un effet pervers, c'est qu'on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'attaques. En fait, il y en avait déjà, mais elles n'étaient pas publiques. Donc, c'est la difficulté qu'il va y avoir à gérer, la publicité des attaques, mais aussi
leur cantonnement en nombre et en profondeur. Mais on va y arriver. Et il n'y a pas que la CNIL. L'ANSSI est mise à contribution de façon forte. On le voit avec le Monténégro. C'est davantage une attribution du côté de l'ANSSI peut-être. Mais enfin, il y a sans doute des décisions politiques qui seront à prendre. C'est moins votre sujet à cybersécurité. Vous êtes plus sur les sujets de protection de la vie privée, finalement, dans le monde numérique. Sur la question de la confiance qu'apporte le RGPD, ça me permet d'enchaîner sur la question du cloud, de confiance. Cet été, vous êtes monté au créneau sur ce projet S3NS, le futur cloud de confiance Thales Google. Alors déjà, quelles ont été vos actions et est-ce que vous avez des premiers retours? Alors, en fait, que ça soit Sens ou que ça soit Bleu, qui est la configuration Microsoft Orange qui était proposée, ma question principale... Bleu, c'est Orange, Capgemini avec Microsoft. Avec Microsoft en logiciel, et Sens, c'est Thales en hébergement et Google en logiciel. Ma question principale est une question d'ordre juridique, qui est de savoir si ces offres hybrides sont des offres qui sont respectueuses du RGPD, justement, et protectrices des données personnelles de nos concitoyens, et qu'il n'y a pas d'extraterritorialité, je vais y arriver, américaine sur le sujet. La CNIL et l'ANSSI sont plutôt confiantes sur ce point-là, en disant que l'hébergement et le chiffrement des données, c'est suffisant pour assurer cette sécurité et l'absence d'extraterritorialité. Parce que donc les données sont hébergées sur le sol français. Exactement, et chiffré par l'opérateur, que ce soit Thales ou que ce soit Capgemini. Et vous dites que ça ne suffit pas d'avoir les données hébergées en France? Ça ne suffit pas forcément. Je ne suis pas le seul à le penser, puisque les Hollandais se sont interrogés il y a quelques semaines, et il y a même eu un rapport confié à un cabinet d'avocats qui explique que ce n'est pas forcément le cas. La vraie question est... dans le Cloud Act ou dans le FISA, qui sont deux textes américains, il est parlé de la maîtrise des données. Et donc, quand on a le logiciel pour pouvoir lire, utiliser les données, est-ce que ce n'est pas ça la vraie maîtrise? En gros, est-ce que j'ai un coffre-fort dans une banque suisse, j'ai le droit de disposer de ce qui est à l'intérieur, ça serait mes données, sauf que si la banque me dit que j'ai plus accès au coffre et m'interdit de mettre la clé dans le coffre pour l'ouvrir, j'ai plus la maîtrise de ce qui m'appartient. Donc la vraie question juridique, elle se pose là. Ensuite, sur Sens, je le dis très clairement, la publicité... Donc Thales Google. La publicité au moment du lancement de la conférence de presse disait que le cloud Sens était un cloud de confiance. Or, c'est un label qui est délivré par l'ANSSI sur des règles très précises que cette offre n'a pas encore demandé, donc n'a pas encore obtenu. Et c'était dans l'idée que commercialement, ça pouvait préempter un certain nombre de clients. Ils allaient sur l'offre et ils seraient éventuellement en cloud de confiance dans 2 ans. Donc j'y ai vu... Ça allait un petit peu vite peut-être. Voilà, j'ai vu ça comme étant une offre, j'allais dire, pour capter de la clientèle, ce qui n'est pas forcément conforme à ce que nous avons l'habitude d'avoir en France et en Europe. Donc c'est pour ça que j'avais saisi la DGCCRF et l'autorité de la concurrence pour qu'on clarifie les choses. Voilà, et on en est où alors aujourd'hui cette alliance ? Elle existe et elle va avancer. Maintenant, Je note que Google avait fait aussi une annonce quelques jours avant pour proposer eux aussi un cloud dit souverain. Donc je pense qu'il va y avoir des difficultés commerciales sur les 2 offres, mais ça c'est leur problème. Par contre, j'ai noté que Thales avait changé sa communication et que le cloud n'était plus dit de confiance, mais de sécurité. Donc il y a au moins eu une évolution sur la forme. Maintenant, je voudrais que sur le fond, on puisse se poser vraiment la question de la souveraineté de ces offres. Alors, sur le sujet de la sortie des données européennes du territoire vers les États-Unis. Donc là-dessus, on avait, pendant quelques temps, on a eu des boucliers, d'ailleurs plusieurs qui se sont succédés. Aujourd'hui, on est sans bouclier du tout, mais on nous annonce l'arrivée d'un nouveau Privacy Shield. C'est la présidente de la Commission européenne qui l'a déclaré, était aux côtés du président Joe Biden. Elle a dit qu'il y avait un accord de principe qui avait été trouvé pour un nouveau cadre sur le flux de données transatlantiques. Comment est-ce qu'on peut sortir de cette affaire de transfert de données ? 2 solutions. Soit on reste dans le cas actuel, c'est-à-dire sans accord, et donc on reste sur la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union qui s'appelle Schrems II. Alors c'est très particulier, mais en gros, la Cour de justice a dit le traitement des données aux États-Unis n'est pas du niveau de la protection des données traitées en Europe, donc il ne peut pas y avoir de transfert. Sauf cas particulier et sur des données très particulières, c'est totalement impossible. Je pense notamment aux données de santé, à des données de ce type-là. Mais donc on est quand même dans une situation très inconfortable, parce qu'aujourd'hui on ne sait
On ne sait pas ce qui se passe quand les données passent de l'autre côté de l'Atlantique ou pas, quand elles sont hébergées en Europe ou aux États-Unis. Il n'y a plus du tout de bouclier, de protection. Il n'y a plus de bouclier, mais la Cour de justice dit quand même que c'est un bouclier. C'est qu'il n'y a pas de transfert possible. Donc s'il n'y a pas de transfert possible, on a une forme de sauf bouclier. qu'ils existent aujourd'hui concrètement, ces transferts, quand on pense à Facebook par exemple. Oui, mais on prend toujours les mêmes. C'est ça qui est bizarre. Donc c'est toujours les mêmes qui ont besoin de ce transfert. Oui. C'est toujours Facebook qui a besoin de transfert. C'est toujours les GAFAM qui ont besoin de ce transfert parce qu'ils veulent pouvoir aller aux États-Unis et traiter les données comme ils le veulent là-bas, parce que les règles ne sont pas les mêmes et que la propriété des données n'est pas la même aux États-Unis qu'en Europe. Aux États-Unis, la propriété de la donnée appartient à celui qui l'a collectée et il en fait ce qu'il en veut après. En Europe, et c'est le RGPD, la propriété de la donnée est à celui qui l'émet, donc à nos concitoyens. Voilà. Donc il y a vraiment une divergence de vues. La CJUE a dit qu'il n'y a pas d'équivalence, donc normalement il n'y a pas de transfert, sauf accord particulier. C'est des conditions, des clauses types, mais qui sont très, très réduites. L'autre solution, c'est de renégocier un accord qui peut prendre deux formes, soit un nouveau Privacy Shield, ce qu'ont fait les Anglais, puisque les Anglais sont sortis avec le Brexit du RGPD en juin, et donc ils ont négocié un accord avec les États-Unis, qui est en fait un accord de transfert total. Donc les données sont collectées en Angleterre et transférées aux États-Unis, traitées aux États-Unis. Donc il n'y a plus de protection. Si c'est ça qui doit arriver en Europe, si la préfiguration de l'accord c'est celui-là, à ce moment-là, je vous parie et j'y mets ma main au feu qu'il y aura un Schrems 3. En tout cas, il y aura une action. Et la CJUE, s'il n'y a pas de changement de jurisprudence, et il n'y a pas de raison qu'il y ait un changement de jurisprudence, l'invalidera. Maintenant, c'est le RGPD là qui garantit finalement c'est le RGPD, le résultat de ce que dira la Cour de justice européenne. Sur la question de la souveraineté numérique, il y a diverses définitions. Vous êtes le rapporteur de la mission parlementaire Bâtir, promouvoir une société numérique nationale et européenne. C'est une mission qui a duré 1 an. Donc j'imagine le travail. Où est-ce qu'on doit porter nos efforts? Qu'est-ce qu'on doit mettre en œuvre pour réussir cette souveraineté numérique? Je pense que le principal effort, et ça commence à s'instiller en Europe comme en France, il faut qu'on ait une politique économique d'attribution des marchés publics à des entreprises françaises et européennes dans ce domaine-là. Pas que, mais notamment. Privilégié? Oui, clairement. En fait, on nous explique régulièrement qu'on ne peut pas mettre de règles de préférence, etc. Dans les appels d'offres, aujourd'hui, c'est pas possible. C'est ce qu'on me répond à chaque fois. Voilà. Bah oui, mais on n'a pas pu limiter notre appel d'offres. C'est faisable si, par exemple, on intègre le RGPD et qu'on dit que dans les appels d'offres, il ne faut pas qu'il y ait d'extraterritorialité. On pourrait commencer à tordre un peu les appels d'offres en faisant ça. D'accord. Et puis, on pourrait surtout changer notre réglementation européenne et l'adapter à ce que font les Américains. Les Américains ont une forme de protectionnisme. Et pourtant, on ne les taxe jamais d'être socialistes, communistes. Voilà. Et pourtant, ils ont ces règles-là, c'est qu'ils privilégient systématiquement les entreprises américaines. On l'a bien vu avec la crise de la Commission européenne sur les voitures électriques, il y a quelques semaines, où les Américains avaient dit qu'ils réservaient leur crédit d'impôt à des voitures électriques achetées par des Américains, mais voitures électriques fabriquées, conçues et commercialisées aux États-Unis. La Commission a dit, bah oui, mais on est les meilleurs sur les voitures électriques. Pourquoi vous nous brisez, vous nous enlevez le marché? Parce que les Américains veulent protéger leurs entreprises nationales. Et donc, il faut qu'on fasse la même chose. C'est de la réciprocité. Donc, il y a la possibilité de mettre en place 2 réglementations, ce qu'on pourrait appeler un Buy European Act, qui est l'équivalent de ce qui est fait aux États-Unis, c'est-à-dire que privilégier les entreprises françaises ou européennes. Et si jamais on n'a pas l'équivalent, à ce moment-là, pouvoir aller sur des entreprises étrangères. Et ça serait logique que les impôts et l'argent public européen descendent vers les entreprises européennes. Et puis ensuite, un Small Business Act, qui est en fait la version américaine qui serait en Europe, c'est-à-dire plutôt diriger la commande publique vers des entreprises de taille intermédiaire, les PME, les ETI, plutôt que de les envoyer vers des grands groupes, vers les ESN et vers les GAFAM, qui sont aujourd'hui des très grands intégrateurs. Pourquoi? Pour développer l'écosystème aujourd'hui? Oui, l'écosystème, il a besoin... Il n'est pas suffisamment soutenu? Il est très soutenu à l'amorçage, en subvention. Parce qu'on parle beaucoup de la Startup Nation, on voit toutes ces levées de fonds, on se dit, bon, ça va, se passe bien quand même dans le secteur de la tech. Il y a deux choses. Il y a les levées de fonds. Les levées de fonds sont sur des entreprises qui ont des projets sur lesquels il y a une vision de financiarisation qui permet de se dire qu'il va y avoir un retour sur investissement assez rapide, au moins en capitalisation. Ce n'est pas forcément l'intégralité de l'écosystème. On voit bien qu'il y a deux types d'entreprises. C'est-à-dire quand on arrive à la dimension de l'ETI, de la PME, là, ça devient compliqué. Oui.
Ça devient compliqué parce qu'on est sur des marchés qui sont des marchés récurrents qu'il faut aller gagner et reprendre année par année. On n'est pas sur du one-shot. Et donc, c'est pour ça... Y compris dans le numérique et dans la tech, c'est compliqué. Oui, mais par exemple, pour les collectivités territoriales, ils ne peuvent pas faire des investissements de façon massive, de façon très importante. Ils ont besoin d'avoir des contrats annuels avec des budgets annuels. Et donc, ce sont des entreprises plutôt de taille intermédiaire qui sont appelées à remplir ces appels d'offres. Sauf qu'aujourd'hui, ils n'ont pas forcément les marchés qui arrivent. Donc, il faut qu'on puisse développer les appels d'offres sur ce sujet-là. Donc, vous appelez un Small Business Act. C'est quelque chose qui avait d'ailleurs été entendu, je crois, par Geoffroy Roux de Bézieux du Oui, MEDEF. le MEDEF le soutient et ça commence à bouger au niveau européen parce qu'on se rend compte, beaucoup de pays européens se disent aussi que diriger la commande publique vers les territoires et vers les entreprises des territoires et donc vers les entreprises européennes, c'est quand même la base de l'économie de demain. Donc ça bouge, vous nous dites, sur ce sujet de la souveraineté, et ça va bouger encore. Ouais. Alors, on va quand même rester autour de ce sujet de la souveraineté qui vous tient à cœur, hein, c'est le Health Data Hub. Donc, Health Data Hub, là aussi, c'est un sujet que vous avez combattu, je dirais, de l'intérieur, finalement, hein, parce que c'est un projet qui a été mené par le gouvernement de constituer un hub de données de santé et de confier son hébergement à Microsoft. On est censé... remettre tout ça à plat, relancer un appel d'offres, et pour l'instant, on attend. Alors, je veux d'abord préciser, je ne suis pas contre le Health Data Hub en lui-même. C'est un très beau projet et nous en avons besoin. Enfin, vraiment, c'est quelque chose sur lequel nous avons besoin d'avancer et c'est en plus une préfiguration issue d'un rapport parlementaire de Cédric Villani à l'époque et je le partage à 100%. Il était prévu au départ que l'hébergement soit souverain. C'est ça le point d'achoppement avec le Health Data Hub et avec sa directrice, c'est que l'hébergement a été confié à Microsoft sans appel d'offres. Il y a eu une procédure au Conseil d'État par un certain nombre d'associations, procédure qui a été renvoyée au fond, c'était un référé, donc ça a été renvoyé au fond, avec un engagement du gouvernement à l'époque de migrer d'ici à novembre 2022, c'est demain, sur une solution qui soit une solution souveraine et non pas Microsoft. J'attends de voir où est-ce qu'on va. Donc c'est pour ça que je repose des questions au gouvernement aujourd'hui sur le sujet, en leur demandant d'abord comment est-ce qu'ils vont tenir la promesse qu'ils ont faite et devant l'Assemblée, et devant le Sénat, et devant le Conseil d'État. Ça fait quand même beaucoup de promesses, donc il va falloir les tenir. Ouais. Et la deuxième, c'est que nous avons vendu le Health Data Hub comme la préfiguration de la plateforme européenne de données de santé. Et donc je pose la question au ministre du numérique pour savoir comment est-ce qu'on peut justement... faire à la fois la migration du HDH de Microsoft vers une solution souveraine et en même temps la préfiguration de quelque chose d'européen sans que ça soit confié au niveau européen à Microsoft. Il va falloir qu'on soit cohérent du début jusqu'à la fin. Donc mes interrogations sont autour de ça. C'est absolument pas sur le programme en lui-même parce que vraiment nous en avons besoin. Je pense aussi que ça serait un symbole fort pour l'écosystème de montrer que nous avons, et j'en suis convaincu, et je pense que tout le monde l'est vraiment, nous avons les entreprises qui sont capables de faire ces hébergements et qui ont la capacité en volume et en puissance de travailler les données de santé sur le HDH. Ben c'est bien que vous le disiez. Alors, en plus, je le pense. Donc. Au collège de la CNIL, là où vous venez de prendre place, vous reprenez le siège qui était attribué à Laetitia Avia. Laetitia Avia, avec qui vous n'avez pas partagé non plus la même vision sur la question de la lutte contre la haine sur Internet. Vous êtes le seul, je crois, à avoir voté contre cette loi donc dite Avia. Sur quel point aujourd'hui se situe la crispation ? La crispation, elle était dès le départ sur la volonté de réguler les réseaux sociaux de façon coercitive. Non pas parce qu'il ne fallait pas les contraindre, mais parce que les contraindre à l'arrivée était plus difficile parce que c'était inopérant. Enlever du contenu, sur le principe, c'est bien, sauf qu'on s'est rendu compte, et la loi Avia ne le permettait pas, on s'est rendu compte que la viralité des contenus faisait qu'on ne pouvait plus, au bout d'un certain temps, les supprimer. Donc la question, c'est pas comment est-ce que je supprime ex post, c'est plutôt comment est-ce que ex ante je fais pour. Or, la loi était complètement ex post et ne permettait pas aux plateformes, et notamment aux plateformes européennes qui, elles, n'avaient pas le volume et les salariés que peuvent avoir les plateformes américaines, de pouvoir travailler sereinement et de pouvoir continuer à fonctionner. Ce qu'il aurait fallu faire, c'est un peu comme la réglementation bancaire, c'est-à-dire l'imposer en interne et avoir des filtres en interne. Et ça, aujourd'hui, c'était pas comme ça qu'était prévue la loi Avia, c'était juridiquement bancal, ça avait été dit en long, en large, en travers par beaucoup de monde. Et on l'a bien vu au Conseil constitutionnel, ça n'a pas franchi la barrière constitutionnelle, ça a été complètement censuré.
En revanche, une partie de ce qui avait été fait était bien faite. C'était notamment la partie retrait des contenus terroristes. Ça a été validé par le Conseil constitutionnel et par le Conseil d'État il y a quelques semaines. Ça ne posait pas de problème parce qu'il y avait des procédures d'appel, ce que ne prévoyait pas notamment la loi Avia. Donc, ce n'était pas l'idée même de la régulation des réseaux sociaux, bien au contraire. C'est la façon dans laquelle c'était fait. Et on voit bien que, en fait, depuis 1 an et demi, rien n'a avancé. C'est toute la difficulté aussi du politique de s'impliquer sur ces questions. Il faut vraiment bien les connaître, il faut être au fait de ces rouages, de ces fonctionnements. Vous êtes issu au départ du monde de la finance, hein, vous avez un diplôme de master en économie et droit des affaires, vous avez débuté votre carrière comme auditeur chez Deloitte, là vous découvrez les coulisses du financement de ces sociétés innovantes. Ensuite, vous rejoignez le Crédit Agricole où vous passez 17 années, alors toujours avec cette implication politique, puisque vous êtes délégué syndical. 2017, ça devient votre emploi à plein temps, la politique. Mais ça me permet de vous interroger sur jusqu'où, justement, le politique doit-il s'impliquer sur ces questions d'innovation, sur cette marche de l'innovation ? Il doit s'impliquer de façon très proactive. Il ne doit pas subir l'innovation. Il faut qu'il accompagne l'innovation, il l'intègre en réflexion avant. On le voit avec les réseaux sociaux, on le verra avec le métaverse, et donc ça fait partie des sujets sur lesquels je voudrais pouvoir travailler. Il faut qu'on puisse réfléchir avant que les usages ne soient concrets. Sur les réseaux sociaux, on a cherché à réguler les réseaux sociaux une fois que les réseaux sociaux existaient et même que l'usage en était très répandu dans la société. Bien longtemps après le démarrage. Bien longtemps après. Or, il aurait fallu qu'on puisse intégrer le fait que les réseaux sociaux devenaient un outil absolument nécessaire, à la fois démocratique, mais aussi économique et dans la vie de la société, et que donc on pose dès le départ des jalons, d'abord en valeur, puis ensuite en réglementation, qui soient des jalons d'anticipation, en disant aux réseaux sociaux, vous n'avez pas le droit d'aller jusque-là. Ou si vous allez jusque-là, quelles sont vos obligations pour respecter un certain nombre de choses. Philippe Latombe, on doit faire une courte pause. On se retrouve juste après, on continue votre entretien. Vous êtes bien sur le plateau de Smart Tech. C'est l'émission qui s'intéresse au nouveau monde du numérique et à l'innovation. Et aujourd'hui, je reçois Philippe Latombe, député MoDem, qui est particulièrement actif et investi sur ces questions de société numérique. C'est la suite de son entretien dans Smart Tech aujourd'hui. Merci encore d'avoir accepté de discuter de tous ces sujets avec nous. Je n'ai pas eu le temps encore de vous interroger sur la question du logiciel libre. Est-ce qu'il vous semble que le logiciel libre est une voie pour gagner plus rapidement la souveraineté numérique? Et si oui, pourquoi ? Oui, c'est une des voies. Ce n'est pas forcément la seule, mais c'est une des voies. Pourquoi ? D'abord parce que le logiciel libre est à la base de beaucoup des innovations technologiques informatiques, que les GAFAM les utilisent de façon habituelle dans leur propre logiciel. Donc la base de la plupart des logiciels des grands groupes sont à base de logiciels libres. Et que ça permet surtout d'offrir la possibilité de faire évoluer les systèmes d'information, que ce soit dans les structures publiques ou dans les entreprises privées, à des coûts plus faibles et d'avoir quasiment du sur-mesure qui puisse être fait. Donc oui, c'est important. Parce que ça ne garantit pas d'avoir des logiciels français ou européens. Non, mais ça permet d'être sûr que si jamais, à un moment ou à un autre, on se dispute avec soit l'éditeur, soit le propriétaire, soit le pays qui est à l'origine du logiciel, on puisse continuer à avoir une évolution de son système d'information. On l'a bien vu, je donne un exemple qui ne devrait pas arriver en Europe, mais on a bien vu que les Américains et les Chinois étaient en bataille commerciale assez forte. Quand Huawei a été privé de la capacité d'utiliser les produits de chez Google, ça leur a posé des problèmes commerciaux énormes. Et donc là, la question, c'est vraiment une question de souveraineté. La souveraineté, c'est avoir la maîtrise. C'est totalement ça. C'est être en capacité de pouvoir avoir les outils, continuer à les utiliser et même continuer à les faire évoluer. Et donc, le logiciel libre permet ça. Parce que par nature, il est libre. Ensuite, il a un gros avantage quand même. Alors très vite, parce qu'on a la suite qui arrive. Ça arrive. Je vous écoute. Le gros avantage du logiciel libre, c'est que ça oblige forcément à avoir une grande vue sur son système d'information et d'être pleinement en connaissance de son système d'information, justement pour le faire évoluer. Et on ne peut pas forcément tout sous-traiter à des entreprises prestataires qui, elles, ont la maîtrise à votre place. Et donc la souveraineté, c'est aussi de pouvoir être en capacité de connaître son propre système. C'est valable notamment pour l'État. Merci beaucoup, Philippe Latombe, député MoDem de la première circonscription de Vendée. C'est la fin de votre entretien, mais vous restez avec nous pour la suite.